tout le monde. Je vous invite à suivre cette série de vidéos autour d'un ORM, Object Relational Mapping, autour de laquelle on est censé vous montrer des différentes manipulations pour assurer la communication avec votre base de données d'une façon très simple, très propre et avec moins de code SQL. Du coup, on est censé si vous faites appel à l'une des dernières vidéos autour du Java, donc je vous ai parlé déjà de GDBC, Java Database Connectivity, donc qui vous permet d'assurer une connexion avec une base de données pour pouvoir exécuter les requêtes sort, select, update, delete, insert, etc. On les a qualifiés comme étant une solution bas niveau. Avec cette série de vidéos qui va être autour de, si vous voulez, Hibernate, on va commencer par la première vidéo, autour d'un standard qui porte le nom de GPA, Java Persistence API. Donc c'est un ensemble de classes, un ensemble de bibliothèques qui vont assurer en quelque sorte la manipulation de votre base de données tout en restant avec l'aspect de la programmation orientée objet. Donc, la première vidéo sera consacrée à la GPA comme étant un standard qui est utilisé par la plupart des ORM orientés Java. Et par la suite, on va découvrir le framework Hibernate. Donc, commençons par la configuration du projet, puis par la communication entre la base de données et puis votre application au niveau des classes. On va voir les deux sens, bien sûr. Puis on va voir comment exécuter des requêtes d'actions et puis des sélections. Pour les requêtes des sélections, on va découvrir ensemble les différentes solutions autour de ce framework. Et puis on va parler des associations, des relations entre les classes. Si on est dans une situation d'héritage, comment on doit se comporter. Si on est dans une association plusieurs à plusieurs ou bien plusieurs à une, comment on doit se comporter. Et on va terminer par la gestion du cache. Donc, ce qu'il faut retenir, pour accéder à votre base de données, la solution qui est qualifiée solution bas niveau, c'est le GDBC, Java Database Connectivity. Donc, j'ai déjà produit deux vidéos à ce niveau-là. Donc, vous pouvez revenir à la playlist langage Java et vous allez se retrouver avec les différents ateliers, les différents concepts autour de GDBC. Donc, GDBC représente une solution bas niveau. Pourquoi il est qualifié bas niveau? Puisque, autant que développeur, vous êtes censé tout définir. Les paramètres de la connexion vers la base, les requêtes SQL, quoi que ce soit le type select ou bien une requête d'action, et du coup toute la charge de développement vis-à-vis l'établissement de la connexion puis l'exécution de requêtes est sous la responsabilité des développeurs. Et comme ça, on va se retrouver avec deux situations. La logique applicative, elle exige votre langage Java qui est orienté objet. Et l'accès à la base de données, il exige le langage SQL qui représente un langage de requête et de manipulation des données en général. Du coup, l'objectif, c'est quoi? Y a-t-il possible de basculer vers une autre solution plus sophistiquée, plus pratique, pour que les utilisateurs restent concentrés sur l'aspect métier de l'application? En termes d'architecture, donc si on revient toujours vers les vidéos, là je vous ai parlé de GDBC, vous avez votre couche AI, User Interface, qui est censé communiquer avec les utilisateurs. C'est là où vous allez développer toutes les interfaces graphiques. Derrière la couche AI, vous avez la couche métier. C'est là où vous allez mettre la logique applicative, toutes les fonctionnalités dont vous aurez besoin dans votre système, bien sûr, bien structuré, sous forme de classes, des méthodes, des interfaces, etc. Et puis, il y a une couche DAO, Data Access Object. Son rôle, c'est assurer la communication avec la base de données, quoi que ce soit son type, et puis par la suite, bien sûr, exécuter des requêtes, soit d'action, soit de sélection. Pour assurer la passerelle qui va assurer cette communication, c'est la solution bas niveau dont je vous ai parlé tout à l'heure, le GDBC, Java Database Connectivity. Et du coup, il apparaît bien, pour se connecter à la base de données, on est censé définir un driver de communication, on est censé définir l'URL,
On est censé donc, si vous voulez, établir la connexion en se basant sur la chaîne de connexion, bien l'URL, le nom du utilisateur et puis son password. Et si vous voulez exécuter une requête, vous êtes censé donc utiliser le langage SQL. Donc ça représente un aperçu si vous utilisez la solution bas niveau, à savoir le GDBC. Donc la problématique qui va se déclencher selon ce code que je viens de vous montrer, c'est que premièrement, donc, on va se retrouver avec des raisons de performance, surtout lorsqu'on parle le coût d'ouverture-fermeture de la connexion, donc n'est pas négligeable. Et du coup, une fois qu'on arrive à un certain, si vous voulez, nombre, ça peut influencer sur le temps de réponse et sur la performance de votre système en général. Vous êtes censé écrire les requêtes SQL vous-même. Vous êtes censé donc gérer l'ouverture et la fermeture de la base de données. Et comme je vous ai dit au départ, on aimerait bien que les développeurs continuent son développement tout en se basant sur les apports de l'orienté objet, sans qu'elle rentre dans le détail SQL. Si vous travaillez avec cette méthode-là, donc vous risquez d'avoir ce problème-là et vous risquez de consommer donc un temps raisonnable seulement pour se connecter à la base et puis écrire vos propres requêtes. Il apparaît bien dans cet exemple-là, on a une requête qui retourne trois champs, le nom, le prénom, la nature par exemple. Bah, sur des situations, on peut se retrouver avec une table avec 50 champs. Alors, comment on est censé donc gérer cette situation si le nombre de champs de la table est assez important? Bah, du coup, forcément, le code va devenir de plus en plus incontrôlable. Donc, la solution, c'est quoi? Pour résoudre ce problème et pour pallier à cette problématique, et afin de faciliter le développement de cette couche DAO, Data Access Object, qui est censée donc assurer la communication avec la base de données, donc la communauté Java, fait naître donc des frameworks ORM, Object Relational Mapping. Comment faire le mapping entre des tables et des classes? Et comment assurer la communication sans passer forcément par le code SQL. À ce niveau-là, donc on peut citer Hibernate. C'est le framework qu'on va voir durant cette série de vidéos, TopLink, EclipseLink et d'autres solutions en général. Ce sont donc des ORM qui vont être, vous allez l'intégrer entre la couche DAO et votre base de données. Vous allez lui déléguer la tâche de manipuler donc et puis de communiquer avec la base de données en question. Et du coup, donc on va se retrouver avec cette nouvelle architecture. À la place d'avoir donc la couche DAO qui communique directement avec la base de données en utilisant le GDBC, alors là, on va passer par l'intermédiaire d'un ORM. Donc, votre couche DAO fait appel à un ORM, ça peut être Hibernate, c'est le framework qu'on va étudier durant cette série de vidéos, TopLink, EclipseLink. Cet ORM dispose donc d'un pool de connexions qui va établir les différentes connexions vers votre base de données. Ce pool de connexions, il utilise donc le bas niveau qui est le GDBC pour accéder à la base. Et comme ça, on va se retrouver avec une classe qui correspond bien à une table. C'est pour ça qu'on parle d'ORM. Vous allez créer une classe dans votre application, une table dans votre base de données. Hibernate ou bien l'ORM, il va assurer le mapping ou bien la correspondance entre votre table et puis votre classe en question. Et du coup, le code que je vous ai montré tout à l'heure, donc on va l'améliorer, puisque quand on parle d'amélioration du code, c'est éviter l'injection de plus qu'un langage, puisque là, il y a le langage SQL, et rendre le programme le plus compact possible. Sachant qu'on va ajouter une couche intermédiaire qui va absorber cette complexité et ce code que je vous ai montré tout à l'heure. La même méthode que je vous ai montré tout à l'heure, on peut donc en quelque sorte faire des refactoring et arriver à cette situation. Si on est sur Hibernate, donc la méthode enregistrée, il va créer un objet client avec ses différents, si vous les attributs. Il va faire appel à Hibernate Manager, donc un gestionnaire de Hibernate qui permet de gérer le process de communication avec la base de données. Il dispose des méthodes save qui permet donc d'enregistrer l'état de, c'est-à-dire il va récupérer le nom, le prénom et l'âge de ce client-là. Il va ajouter une ligne dans la base de données. Il est équivalent à insert que je vous ai montré tout à l'heure.
Et comme ça, donc, on va arriver à une situation, à un code plus compact, plus lisible et sans injection du code SQL. Si vous êtes sur Toplink, ben, ce que vous allez changer, c'est le manager. Donc, si vous êtes sur Hibernate, ça va être Hibernate Manager. Si vous êtes sur Toplink, ça va être Toplink Manager. Mais l'essentiel pour nous, cette méthode, il sera donc remplacé par ce bout de code qui est plus compact, plus lisible et plus évolutif par rapport à ce que je vous ai montré au départ si on utilise un GDBC. Donc, il apparaît bien le fait d'utiliser donc un ORM, donc ça facilite notre développement et il rend le processus ou bien la couche DAO, Data Access Object, plus compacte et plus facile à développer et puis à utiliser par la suite. Donc, devant le succès des frameworks ORM, Object Relational Mapping, SAN, qui est l'ancien, donc si vous voulez, propriétaire de Java, donc maintenant il est sous la responsabilité d'Oracle, donc a décidé de mettre en place un standard de la couche ORM. Des coups, donc si je reviens avec vous ici, il apparaît bien quand je change l'ORM, bah sûrement je dois avoir un impact sur mon code et des coups je dois changer donc le manager qui va prendre en charge le process de communication et d'exécution des requêtes. Suite donc au succès de ces ORM, SAN a décidé donc de sortir un standard qui doit être implémenté par la suite par tous les ORM. Ce standard est appelé donc le GPA, Java Persistence API, donc qui est apparu en même temps que le Java 1.5. C'est-à-dire là, si vous voulez utiliser un ORM, pour éviter le code que je vous ai montré tout à l'heure qui est influencé par le type d'ORM qu'on utilise, SAN a décidé de mettre en place un standard qui sert comme une interface qui sera implémentée par tous les ORM par la suite. Et du coup, on va se retrouver avec la situation suivante. Vous avez votre couche DAO. Au départ, je vous ai montré que le bas niveau, la couche DAO, communique directement avec la base, on passe par le GDBC. Avec ce standard qu'on vient de mettre en place, ce standard qui est développé par les ingénieurs de SAN, l'ancien propriétaire donc de Java, ils ont mis en place donc un standard GPA, Java Persistence API. Donc à partir de la couche DAO, on passe par le GPA. Le GPA par la suite est implémenté par l'une des solutions suivantes. Peut être implémenté par Hibernate si vous voulez utiliser Hibernate, ou bien Toplink, EclipseLink, ou bien d'autres solutions. Par la suite, on passe par le pool de connexion qui assure l'ouverture et la gestion des sessions. Et avec le GDBC, bien sûr, on accède à la base de données. Donc, il apparaît bien. Et à la place d'utiliser Hibernate Manager, par la suite Toplink Manager, peut-être Eclipse Link Manager, vous allez utiliser donc un Entity Manager qui est donc défini dans le GPA. Et dans le GPA, donc c'est un ensemble d'interfaces, des packages javax.persistence. Si vous vous rappelez bien, lors des vidéos au niveau de la série ou bien le playlist, notre playlist langage Java, je vous ai parlé des API. Je vous ai dit que dans la version 1.2 Java, donc on parle de l'API JavaX, et on définit donc les bibliothèques. Donc cette bibliothèque, javax.persistence, contient toutes les interfaces nécessaires pour utiliser donc le GPA. Donc il y a les entities qui représentent une classe qui correspond bien à une table, Entity Manager Factory qui permet de factoriser, donc c'est un fabrique qui va gérer, donc c'est un patron de conception qui va gérer donc tous les managers de différents ORM qui implémentent le GPA, le Entity Manager qui gère donc l'exécution des requêtes et l'établissement de la connexion, Entity Transaction, puisque ce qu'il faut retenir, quand on utilise le GPA, quand on va implémenter le GPA sur Hibernate, toutes les requêtes qu'on est censé exécuter doivent donc emprunter une transaction. Une transaction, c'est un ensemble d'actions, de requêtes que vous pouvez exécuter. À la fin, vous avez donc la possibilité de valider ou bien d'annuler. Et du coup, on fait appel aux requêtes SQL, commit et puis rollback. Encore une fois, une autre amélioration de plus. Donc, à la place d'avoir un code qui est influencé par l'ORM qu'on utilise,
ben, on va avoir une seule méthode enregistrée plutôt qu'une méthode enregistrée par type d'ORM. Donc, on passe maintenant par, si vous voulez, le persistence. Ok. Avec la persistance, avec le GPA, on est censé donc créer une seule méthode qui est valable pour toutes les situations et pour tous les ORM. Et tout ça, on va le découvrir lorsqu'on va mettre en place donc, notre framework Hibernate avec les différents ateliers qu'on est censé développer ensemble. Et du coup, il apparaît bien qu'on s'améliore d'une situation à l'autre pour arriver donc à une gestion plus compacte et plus optimale et évolutive avec le temps en général. Et du coup, donc il apparaît bien que le Java Persistence API peut être utilisé donc premièrement pour toutes les applications Java. On peut l'utiliser pour les applications standards, comme on peut l'utiliser pour les applications enterprise. Donc, il permet de faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, le mapping object relationnel. Comment faire correspondre une table de la base de données à une classe de votre application. À ce niveau-là, on va découvrir de méthodes. On peut passer par des annotations, comme on peut passer par des fichiers de configuration XML. On va découvrir les deux méthodes et puis on va, si vous voulez, identifier la méthode la plus pratique et la plus utilisée encore. En plus de ça, donc, puisque au départ, je vous ai dit qu'on cherche à éviter donc la forte utilisation de langage SQL, le GPA dispose de son propre langage qui est le GPQL, Java Persistence Query Language. Quand on va utiliser Hibernate, on va découvrir ensemble le HQL, Hibernate Query Language. Si le SQL il se base sur les tables, le GPQL, le HQL, il se base sur les classes. Et du coup, on va découvrir ensemble ces différentes situations en général. Par exemple ici, select P from person, personne dont on parle ici, c'est la classe. Et quand on parle de la classe, le système il est sensible à la classe. C'est-à-dire là, c'est une requête écrite avec le GPA. Le GPA, donc, il ne va pas lire à partir de la table, mais plutôt à partir de la classe. Et vu que la classe est en correspondance, est en mapping avec la table, automatiquement, c'est quand vous exécutez votre requête SQL en arrière-plan. Et du coup, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'objectif de mapping, c'est avoir donc une classe avec ses attributs, ses méthodes, une table avec ses champs. Le mapping, c'est la liaison entre cette table et puis cette classe. Et parmi les méthodes qu'on va découvrir ensemble, @entity, c'est-à-dire si votre classe est une entité, c'est-à-dire que votre classe communique avec, il mappe une table dans la base de données. @table, c'est-à-dire que cette classe book fait appel à une table dans la base de données qui porte le nom book. ID, donc il est de type long, il est private. @ID, c'est-à-dire que ce champ, c'est la clé primaire de la table. ID correspond bien à une colonne, ok, et plutôt donc l'ID, on aura donc un attribut dans un champ dans la table qui s'appelle ID. Pour le title, il est de type string et puis private. On lui correspond une colonne qui s'appelle title et qui n'est pas nullable. Donc, il ne peut pas avoir la valeur nulle. Comme ça, donc on va tout découvrir, l'essentiel dans cet exemple. Vous allez créer une classe, vous allez créer donc une table, vous allez faire la correspondance. La correspondance, soit on passe par cette méthode qui se base sur les annotations, soit on va donc utiliser une méthode à la base de fichiers de configuration XML. Et du coup, donc il apparaît bien que quand on parle de la GPA, donc c'est un ensemble des instances d'entités gérées à un instant donné. Donc, lorsque vous déclenchez l'exécution de votre application, il y en a plusieurs objets qui vont être créés. Ces objets-là, donc, ce sont des instances à partir de la classe qui correspondent bien, qui sont gérées donc par le manager par la suite. Donc, la question qui va se poser par la suite, c'est qui va gérer donc ces entités-là? C'est le Entity Manager dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est un gestionnaire qui va gérer tout ça et des coûts. Il dispose donc d'un cache de premier niveau sur lequel il est censé donc mettre en place ces instances pour qu'elles puissent manipuler ces différents états. Et ça va faire donc la thématique de la dernière vidéo en termes de Hibernate qui est la gestion des caches. Parmi les méthodes
qu'on peut utiliser lorsqu'on utilise donc le GPA. Donc, il y a la méthode persist, c'est l'équivalent de insérer insert into en SQL, remove qui permet de supprimer donc un enregistrement à partir de la base, refresh donc qui permet de synchroniser l'objet qui est dans notre programme avec son enregistrement équivalent dans la base, merge donc qui permet d'exécuter en quelque sorte les deux opérations, delete et puis update. Vous avez le find pour la recherche. Ce sont donc les différentes méthodes qu'on peut utiliser pour manipuler donc notre, si vous voulez, base de données. Par exemple, parmi les méthodes qu'on va découvrir, le create native query. Quand je dis une requête native, c'est-à-dire qu'une requête qui utilise SQL. Je vous ai dit au départ qu'on va éviter la forte utilisation d'SQL, mais vous avez toujours le droit d'utiliser SQL. Donc ça c'est pour ça que je vous ai dit au départ, le rôle de l'ORM, c'est rester avec les apports et puis de la programmation orientée objet en général. Donc, ce slide, on va le consacrer au cycle de vie d'une instance d'une entité. Une fois qu'une entité est créée, donc on peut utiliser le persist. Automatiquement, le système va le mettre dans le cache niveau 1. Le manager, donc, il va gérer. Si vous faites des refresh, donc, vous allez synchroniser l'état de l'entité. Si vous faites clear, donc, vous allez détacher l'entité. Si vous faites une merge, donc, vous allez donc actualiser la liaison et le mapping avec l'entity. Si vous faites remove, vous êtes censé donc supprimer. Si vous voulez exécuter des requêtes, on peut faire appel à query, comme je vous ai montré tout à l'heure, find, etc. Donc ça représente en grosso modo le cycle de vie d'une instance, d'une entité qui est censée être en mapping avec, avec une table de votre base de données en général. Comme je vous ai dit tout à l'heure, à partir donc, peut-être que le GPA c'est le standard, à partir du GPA je peux sortir autant et plutôt je peux faire une implémentation avec Hibernate ou d'autres, si vous voulez, framework ORM tels que Eclipse Link, etc. Du coup, donc, GPA, il vous propose une interface Entity Manager Factory qui permet d'obtenir une instance de l'Entity Manager. Donc, sur ce fichier XML que vous voyez ici, donc, qui s'appelle persistence.xml, vous pouvez donc définir tous les paramètres, le nom de votre, si vous voulez, unité de persistance, quel fournisseur vous voulez utiliser, est-ce que c'est Eclipse Link, est-ce que c'est Hibernate et CC Hibernate. Vous définissez les différentes propriétés de Hibernate, à savoir donc le driver, la chaîne de connexion, le username, password, etc. Tout ça, on est censé donc découvrir lorsqu'on va commencer les premiers ateliers autour de Hibernate. Ce qu'il faut retenir pour le moment, c'est que contrairement à ce qu'on a eu auparavant avec le GDBC, où les propriétés, on les déclare au niveau donc de notre fichier, de notre classe en général, ici donc il y a séparation des tâches, des responsabilités, tout ce qui est donc paramètres de la base de données sera consacré à un fichier XML qu'on est censé créer par la suite. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, à partir de ce fichier-là, vous pouvez récupérer cette unité de persistance en utilisant Entity Manager Factory. On récupère le GPA et par la suite, on fait appel à un objet de type Entity Manager qui est censé faire exécuter les méthodes que je vous ai montrées auparavant. Persist, remove, create, native, SQL, ainsi de suite. Et du coup, donc, il apparaît bien que si on prend l'exemple suivant, vous avez par exemple la gestion des livres. Sur le main, on va créer un book qui est caractérisé par le title et puis le prix. L'ID, il est auto-increment. On va faire appel à notre unité de persistance. On va faire appel à on va créer une entité manager. Et à partir de l'entité manager, on ouvre une transaction. On fait appel, on commence l'exécution de la transaction. Persist, c'est l'équivalent de insert. Et à la fin, soit on commit, soit on fait un rollback. Il ne faut pas oublier à la fin qu'on ferme donc les différentes connexions en question. Tout ça, donc on va le voir à titre donc des ateliers autour des différentes vidéos qu'on est censé développer par la suite. Donc, ce qu'il faut retenir alors, c'est que le GPA, c'est un standard qui permet si vous voulez, de standardiser, comme je vous ai dit tout à l'heure,
les ORM. Il peut être implémenté par Hibernate et puis par d'autres ORM. Comment il fonctionne? Donc, il y a une unité de persistance. Donc, il organise les métadonnées, puis tous les paramètres et la configuration de la base dans un fichier persistence.xml. Il y a la Persistence Manager Factory. Donc, il récupère les métadonnées. C'est lui qui va communiquer avec ce fichier pour identifier quelle connexion on est censé emprunter. Il va nous retourner donc une entité manager. L'entity manager, quant à lui, il va commencer la transaction, il va faire l'opération nécessaire et puis il va retourner le résultat en question. Donc voilà donc à quoi consiste le GPA. La prochaine vidéo sera consacrée à une introduction sur Hibernate comme étant un ORM qui implémente le GPA et par la suite on passe aux différents ateliers et différentes situations, à savoir donc les requêtes d'action, les requêtes de sélection, si vous voulez donc l'héritage, les associations et puis la gestion des caches. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Donc je veux remercier. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poster pour qu'on puisse améliorer donc si vous voulez les autres vidéos.